Conseil de paix de Trump. Pourquoi le Maroc paie-t-il 3 millions de dollars pour Gaza? C'est une information qui a fait grand bruit dans les cercles diplomatiques. Selon une enquête approfondie du Financial Times, le Maroc a discrètement engagé environ 3 millions de dollars. Dans le même temps, les Émirats arabes unis ont contribué à hauteur d'environ 20 millions de dollars. La destination de ces fonds? Une nouvelle entité, un conseil de la paix, étroitement lié au cercle de l'ancien président américain, Donald Trump. L'objectif affiché est de préparer l'avenir de Gaza, mais la nature de l'organisation, son timing et les acteurs impliqués soulèvent de nombreuses questions. Cela semble vague, n'est-ce pas? Pour y voir plus clair, nous allons décortiquer cette manœuvre complexe en 3 axes d'analyse. Axe 1. L'argent, la monnaie de l'influence. Le rapport du Financial Times est formel. Les fonds versés par Rabat et Abu Dhabi sont destinés à un appareil pro-paix aligné avec l'équipe de Trump. Il ne s'agit pas d'une aide humanitaire directe, mais d'un investissement stratégique. L'argent est le carburant d'une machine politique en gestation, conçue pour façonner les politiques futures. Le premier mot qui vient à l'esprit est « influence ». Et qui dit influence, dit accès. En finançant une initiative liée à l'entourage de Trump, le Maroc et les Émirats s'achètent une place précoce à la table des négociations si l'ancien président reprend la main sur les dossiers cruciaux du Moyen-Orient. C'est un pari sur l'avenir, une manière de s'assurer que leurs voix seront entendues, quel que soit le locataire de la Maison-Blanche. Bien sûr, le montant du Maroc, 3 millions de dollars, peut paraître modeste, surtout en comparaison des 20 millions des Émirats arabes unis. Mais en diplomatie, le symbole est souvent aussi puissant que le montant. Ce geste est symbolique, il plante un drapeau. Il signale que le Maroc est un acteur engagé, prêt à investir dans la stabilité régionale et à collaborer avec les futurs pôles de pouvoir à Washington. C'est un ticket d'entrée, une prime d'assurance politique. Axe 2. La planification pour l'après-Gaza, préparer le jour d'après. Au-delà de l'influence politique, une partie substantielle de ces fonds est destinée à soutenir des travaux, très concrets, pour l'après-guerre à Gaza. Ces efforts seraient coordonnés par un bureau gravitant autour de Nikolay Mladenov. Ce nom n'est pas anodin. Ancien envoyé spécial de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, Mladenov est une figure respectée, connue pour son pragmatisme et sa capacité à naviguer en coulisses entre des acteurs aux intérêts divergents. Son implication confère une crédibilité technique et diplomatique au projet. Mais que signifie soutenir des travaux, concrètement? Traduction. Il s'agit de financer l'élaboration de documents politiques détaillés, de cartographier les contacts essentiels sur le terrain, et de définir des cadres opérationnels pour les défis immenses qui se poseront. Le premier volet est celui de la sécurité. Comment stabiliser la bande de Gaza? Qui assurera l'ordre? Faut-il une force multinationale? Ces plans doivent évaluer les risques, proposer des modèles de forces de sécurité et définir des mécanismes de désarmement. Le deuxième volet est la gouvernance. Qui administrera Gaza? Comment mettre en place une administration civile efficace et légitime aux yeux de la population? Les documents financés explorent des scénarios impliquant des technocrates palestiniens, une supervision régionale ou un mandat international temporaire. Enfin, le troisième volet, colossal, est celui de la reconstruction. Il faut chiffrer les destructions, planifier la reconstruction des infrastructures essentielles, hôpitaux, écoles, réseaux d'eau et d'électricité, et surtout définir les mécanismes de financement et de supervision pour garantir que l'aide arrive à destination sans être détournée. L'objectif est simple, faire en sorte que, lorsqu'une fenêtre d'opportunité politique s'ouvrira, les plans d'action ne partent pas de zéro. Avoir des options prêtes à l'emploi, c'est gagner un temps précieux et orienter la discussion dès le premier jour. Pour le Maroc, cette démarche relève de la diplomatie intelligente. Elle permet de maintenir sa crédibilité sur le dossier palestinien, une cause historiquement chère au royaume et à son peuple. En même temps, cela permet de tirer parti de la normalisation de ses relations avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham, en se positionnant non pas comme un simple signataire, mais comme un acteur constructif. Cette initiative positionne Rabat comme un médiateur crédible, capable de parler à tout le monde, de Washington, que ce soit l'administration actuelle ou la suivante, aux capitales influentes du Golfe, comme Abu Dhabi, et même en passant par certaines factions palestiniennes modérées, avec qui le Maroc entretient des canaux de communication. Axe 3. Le triangle Rabat-Washington-Abu Dhabi. Une alliance d'intérêts. Au-delà de Gaza, c'est peut-être ici que se trouve le jeu le plus important.
Cette initiative cimente une alliance stratégique entre trois capitales aux intérêts convergents. Pour le Maroc, l'enjeu principal est clair. Consolider et obtenir un soutien américain durable sur sa position concernant le Sahara occidental. La reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine, obtenue sous l'administration Trump, est un acquis stratégique que Rabat cherche à pérenniser, quelle que soit la couleur politique, à Washington. Au-delà du politique, le Maroc cherche aussi à attirer des flux d'investissement, notamment du Golfe, pour développer ses provinces du Sud et renforcer son rôle de hub économique entre l'Europe et l'Afrique. De leur côté, les Émirats arabes unis, avec leur contribution bien plus importante, cherchent à asseoir leur influence régionale. Ils veulent avoir un mot à dire dans le redémarrage économique de Gaza, un marché potentiellement important, mais aussi s'assurer que la future gouvernance de la région soit alignée avec leurs intérêts, notamment en contenant l'influence de leurs rivaux régionaux. Et Washington ? En particulier une potentielle orbite Trump. Mais cela vaut aussi pour toute administration américaine. Washington veut des partenaires fiables, capables de mobiliser des fonds privés et souverains pour la reconstruction. Des alliés capables de gérer les risques sur le terrain, en partageant le fardeau sécuritaire et financier. En somme, des acteurs capables de stabiliser rapidement les dossiers complexes, permettant aux États-Unis de pivoter leur attention vers d'autres priorités stratégiques. Combinez ces trois ensembles d'incitations, et vous obtenez un axe Rabat-Abu Dhabi-Washington plus solide et interdépendant. Un axe conçu pour mieux affronter les chocs géopolitiques, comme les crises énergétiques et les chocs pétroliers, les flambées de violence et les perturbations du commerce mondial, comme celles observées en mer Rouge, les tensions croissantes liées à l'Iran et à ses proxys dans la région, et bien sûr, les répercussions humanitaires, politiques et sécuritaires de la crise à Gaza. Alors, en fin de compte, que valent réellement ces 3 millions de dollars pour le Maroc? C'est le prix de l'accès aux plus hautes sphères de décision. C'est le coût de la pertinence, pour rester un acteur incontournable sur les dossiers qui touchent à sa sécurité nationale et à son influence régionale. Et c'est un investissement dans des options stratégiques pour l'avenir. C'est un petit chèque pour s'assurer une grande chaise dans la prochaine conversation sur l'avenir du Moyen-Orient. Le calcul est pragmatique. Si Trump revient au pouvoir, Rabat est déjà dans la pièce, considéré comme un partenaire de la première heure. Et si l'administration actuelle reste en place ou qu'une autre lui succède, le travail de planification technique sur Gaza signale une compétence et une volonté de coopération précieuse pour quiconque dirigera les efforts internationaux. En résumé, il faut voir au-delà des chiffres. Ce ne sont pas de simples dons de charité. Ce sont des acomptes diplomatiques, des investissements calculés pour l'après-guerre. C'est un pari sur le fait que dans le grand jeu des nations, l'influence future s'accumule pour ceux qui se positionnent tôt, pour les premiers bâtisseurs. Il faut donc observer l'axe stratégique qui se dessine, et pas seulement les montants sur le chèque, car c'est bien là que se trouve la véritable histoire.